Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire associé à la qualification d'instanciation. Nous allons attendre quelques minutes, le temps que l'ensemble des inscrits arrivent. Voilà, à tout de suite. Alors bien, avant de commencer, donc un petit rappel sur comment fonctionne ce système. Vous avez la possibilité donc de poser des questions, de lever un petit peu la main s'il y avait quelque chose que vous ne, auquel vous souhaiteriez avoir un éclaircissement. Hein. On essaye de, vous allez voir, pour animer un peu le webinaire, on va faire quelques petits sondages. Et puis s'il y a des questions, ben, n'hésitez pas, parce que ces questions généralement intéressent l'ensemble des participants. Donc quand il y aura une question, en ce moment-là, je vous donnerai la parole et vous pourrez partager votre question ou votre expérience avec l'ensemble des participants. Voilà. Donc je vous propose de démarrer puisque les personnes sont en train d'arriver et nous avons un programme relativement chargé. Donc ce webinaire a été conçu et réalisé en équipe, hein, avec donc Gaël Caron, Andrea et Mégane pour la partie commerciale. Voilà. Donc on va essayer d'avancer. Est-ce que tout le monde entend bien? A priori, c'est OK. Donc nous allons démarrer. Voilà, donc nous avons fait plusieurs webinaires sur AWS jusqu'à présent. En mai et en juillet 2018, on a parlé de l'automatisation de la qualification GXP en termes d'infrastructure cloud. En octobre,
on est rentré un peu plus dans le détail sur deux outils, un qui s'appelle Trusted Advisor et l'autre qui s'appelle Config. Ces précédents webinars sont disponibles en replay. Il vous suffit d'envoyer un mail à Megan et elle se fera un plaisir de vous envoyer ces replays. Voilà. Donc ADN est partenaire AWS, hein, puisqu'en fait dans le cadre de notre propre transformation digitale, il a fallu qu'on se forme. Et pour se former, bon, on a passé un certain nombre de certifications. Voilà, certifications relativement classiques. Donc aujourd'hui, AWS, c'est un petit peu le standard en termes d'infrastructures virtualisées cloud. Et c'est souvent le socle de transformation digitale pour des solutions, des produits, des services ou de nouveaux modèles d'affaires. Bien évidemment, ces modèles d'affaires ou ces nouveaux produits ou services, de temps en temps, ont une dimension réglementaire, pas tout le temps, mais dans certains cas, ils l'ont. Et la plupart de nos clients doivent donc gérer cette dimension de conformité. Quels sont les éléments standards qu'ils ont à leur disposition? Ils ont bien évidemment notre entre guillemets bon vieux GAMP5, le guide sur IT Infrastructure Control and Compliance dans sa version 2, hein, ce document-là. Je vais mettre un petit pointeur là. OK. Le guide sur Data Integrity qui est nouveau. Et puis pour les gens qui sont orientés dispositif médical, il y a de plus en plus de logiciels pour faire du dispositif médical, hein, puisque qui dit intelligence artificielle dit data, qui dit data dit cloud, mais qui dit intelligence artificielle et algorithme, je dirais généralement pour aider à l'établissement des diagnostics. À ce moment-là, le logiciel tombe dans la classe 2A du dispositif médical, et donc dit à ce moment-là norme 62304. Voilà. Donc en fait, la plupart des acteurs des sciences de la vie ont un petit peu ces documents qui donnent des réponses soit théoriques, soit des exigences en termes de process. Et ce qui est difficile pour eux, c'est d'articuler leur stratégie et de la mettre en œuvre de manière très concrète avec les outils du marché. Alors, les modèles que l'on va trouver. Alors là, on parle bien évidemment d'AWS, hein, mais c'est le même principe pour Azure. Hein. Il faut démystifier cette notion de responsabilité. La responsabilité, dès qu'on est sur une infrastructure virtualisée, que ce soit AWS, Azure ou Google Cloud Platform, elle est partagée. Et ça, c'est très important. Hein. Si on prend le cas d'Amazon, donc Amazon s'occupe de la responsabilité de l'accès aux services, de la maintenance, de la sécurité des infrastructures. Le client, lui, c'est lui qui va gérer ses données en termes de cryptage, de sécurisation de ses contenus et surtout de la configuration de son infrastructure. Donc, il faut bien comprendre que quand vous êtes, je dirais, sur une infrastructure cloud, toute la responsabilité n'est pas chez le fournisseur. Vous avez une partie de la responsabilité et bon, je pense qu'on va vous allez le comprendre assez rapidement. Alors, j'en profite puisque là, on a préparé des petits sondages. Et je vais je vais lancer ce premier sondage pour savoir déjà, est-ce que tout le monde voit ce sondage? Ok, donc a priori oui. Voilà, j'ai que 40% des gens qui ont voté, donc si les autres pouvaient voter, ça serait parfait. En tout cas, si tous les... À moins que simplement, j'ai peut-être oublié une question qui serait, je n'utilise aucune des trois plateformes proposées. Hein. Ok, donc je vais fermer le sondage un petit peu.
Alors, j'ai peut-être une question. Aucune, effectivement. Il manque une réponse, ça serait aucune, effectivement. OK. Alors, je vais fermer le sondage et évidemment, je vais le partager avec vous, hein. Alors, je ne sais pas si tout le monde le voit. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a une écrasante majorité de gens qui utilisent AWS, hein, ce qui est pas très surprenant. OK, mais on a quand même 20% des participants qui utilisent Azure. Enfin, 20% des gens qui ont voté, hein, soyons plus clairs, plus précis. OK, très bien. Donc on va pas oublier les gens qui font de l'Azure, hein. On a des exemples qui sont prévus sur Azure. Donc il faut être vigilant sur les SLA, hein, sur les Service Level Agreement. Il y a les Service Level Agreement en fait pour chaque service. Et puis si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, vous pouvez également travailler avec AWS, mais je suppose que Microsoft fait la même chose, également sur des Enterprise Agreements. Alors j'aimerais sortir de ça. Ah zut, je vais recommencer. Voilà. Donc, la liste non exhaustive des responsables utilisateurs pour les services transverses. Donc là, on parle bien des utilisateurs finaux, hein, donc c'est déjà la gestion des utilisateurs, la ségrégation des droits. Donc là, quand on parle des utilisateurs, c'est les utilisateurs, comment dire, IT de la plateforme, hein. On ne parle pas d'utilisateurs finaux, on parle des utilisateurs de l'infrastructure IT. C'est ces gens-là qui vont gérer, sécuriser les machines virtuelles, les capacités mémoire, les CPU, la notion de stockage, les DNS, la gestion des alarmes, la gestion des logs et la gestion des auditrelles également. Okay, donc ça, c'est votre responsabilité. Donc, il faut former les équipes, bien évidemment à l'utilisation technique, hein, mais également aussi peut-être les équipes qualité ou compliance pour qu'ils puissent aller consulter ces différents les éléments clés pour eux, notamment par exemple l'auditrel ou les politiques de gestion de mots de passe. Donc, dans le cloud, la responsabilité de l'état du cloud, hein, la sécurité, la disponibilité et l'accès physique aux machines, centres de stockage, réseaux est assumé par le fournisseur. Donc chacun a ses propres data centers. Hein. Par contre, vous avez la responsabilité de la configuration de votre infrastructure virtuelle. C'est vous qui devez configurer. Hein. Donc l'objectif de ce webinaire, il est dans la suite des précédents webinaires, de continuer à vous faire découvrir les impacts sur votre démarche de conformité et notamment sur vos qualifications d'installation versus qualifications d'instanciation. Voilà. C'est l'objectif de ce webinaire. Donc on a trois grandes étapes. Vous montrer un petit peu comment on installe une infrastructure virtualisée. Bon, pour certains, ça sera un rappel, hein. On fera une petite introduction à CloudFormation et puis on ira un peu plus loin dans l'aspect programmation. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, de nouveau un petit sondage. Alors peut-être pas tout de suite. On y arrive. Ok. Donc je rembobine. Je vais passer, ça sera au slide d'après. Si j'arrive à passer le slide d'après. Voilà. Donc, la première chose, lorsqu'on fait une qualification d'installation, c'est d'aller vérifier les paramètres. Hein. Donc, l'élément le plus simple, c'est d'utiliser la console AWS ou le portail Azure qui permettent de créer ces ressources pour aller vérifier les paramètres. C'est assez simple. Hein. Et c'est l'outil le plus utilisé pour des infrastructures virtualisées simples. Hein. En termes de QI,
Quand on crée une machine virtuelle, en fait, que ça soit AWS ou Azure, hein, on part en fait sur une image. Donc c'est sûr que si vous avez une image que vous avez standardisée, quand vous créez une VM, vous dites voilà, je crée une VM à partir de cette image standardisée. Donc du coup, ça vous limite la variabilité et donc quelque part, vous maîtrisez mieux votre infrastructure. Hein. C'est ce que les gens font un petit peu déjà, sauf que avec des hyperviseurs, sauf que là, on peut le faire avec ces consoles ou ce portail Azure. Ce qui est intéressant aussi, il faut le savoir, c'est que la capacité des machines, elle peut être changée sans réinstallation. Donc, c'est important de connaître comment dire, ces éléments-là pour aller vérifier qu'il n'y a pas eu de modification a posteriori. Même si il est possible avec des outils comme config de voir automatiquement que justement c'est la configuration des machines a évolué et on peut aussi le traiter avec des règles dynamiques, soit avec des fonctions Azure, soit lambda avec AWS. Donc voilà, vous avez ici là le portail Azure. Comme la majorité des gens connaissent AWS ou utilisent peut-être AWS, voilà, vous avez l'équivalent, comment dire, chez Microsoft. Hein. Et donc vous voyez que ici c'est quand même relativement similaire, puisque vous avez voilà, vous avez un onglet machine virtuelle. Ça c'est pour tout ce qui est redondance, les réseaux virtuels. Vous avez les bases de données sous forme de services, le centre de sécurité, la gestion des coûts. Bon, le Trusted Advisor avec le Advisor là, voilà, c'est vraiment relativement similaire. Bon, par rapport à l'interface AWS, c'est sûr que c'est beaucoup plus coloré. Alors attendez, je vais voir si j'ai d'autres questions. J'ai peut-être des questions. Que je vois ça tout de suite. Où c'est que je peux voir mes questions? Non, c'est bon. Ok. Très bien, comme ça, je suis à jour de mes questions. Très bien, hop, et je continue. Donc les éléments de QI qu'on le regarde, c'est allocation d'adresse IP, parce qu'on a des adresses IP élastiques, des tailles de mémoire. Voilà, bon, tout ça, évidemment, c'est ce que vous faites aujourd'hui dans les QI. Hein. Il y a quelque chose qui est important, j'en profite ici pour le dire, c'est que souvent, en termes d'infrastructure, tout ce qui est disaster recovery plan, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre. C'est beaucoup plus facile à faire avec une infrastructure virtualisée. Ça coûte, je dirais, beaucoup moins cher. Donc, bon, c'est un peu en aparté de la présentation là, mais c'est quelque chose que l'on pourrait vérifier en amont, au moment où on construit euh, l'infrastructure. Je vérifie que j'ai pas d'autres questions. Non, j'ai pas d'autres questions. Ok. Donc, un des moyens, l'autre moyen naturel qui arrive pour vérifier sa qualification d'installation, c'est d'utiliser l'interface CLI, qui est le début en fait de l'infrastructure as a code. Hein. C'est la possibilité de voir qu'on peut manipuler cette infrastructure par du code et on peut manipuler absolument toutes les ressources. J'ai une petite question dans ce sens-là, un petit sondage. On va essayer de le faire ensemble. Voilà. Si vous voulez bien y répondre. Voilà, j'ai une participation encore plus forte, mais j'ai une réponse qui est quasi catégorique, qui ferait pâlir tous les candidats aux élections présidentielles. Hein. Ok, je vais fermer et je vais partager le résultat. Voilà.
qu'il y a une écrasante majorité, hein, qui n'a pas connaissance de AWS CLI, hein. Alors CLI, c'est Command Line Interface. Okay, c'est en fait en ligne commande, on va être en ligne de commande, on va être capable de manipuler des ressources AWS ou des ressources Azure, hein. Donc je pense que là, hop, on a un petit exemple là, je crois, avant la démo. Est-ce que j'ai bien partagé le... attendez. Est-ce que j'ai partagé le... Oui, il faut que je masque. J'ai bien partagé le résultat? Je sais plus. Oui, bon, ok, maintenant c'est... Euh, Oui, on a vu le résultat, on est Philippe. d'accord, ok. 95%, 5%. Ok. Ok. Donc voilà un exemple comment dire de commande CLI, hein. Vous voyez que ici, j'ai une commande particulière, AWS EC2 Described Instance, qui va me décrire en fait toutes mes machines virtuelles. Là, j'ai une autre commande, AWS, pareil, IAM Get Account Password Policy. Donc, je peux interroger comme ça et vérifier tous mes éléments. Donc, en faisant un batch, bon, ici, on a fait un petit exemple, hein. On vérifie et on peut lancer un petit batch de vérification. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en fait vérifier n'importe quelle ressource avec ce système de commande à partir de votre PC, moyennant une clé pour sécuriser, pour qu'évidemment tout le monde ne puisse pas interroger l'infrastructure virtualisée. Euh, donc je vais laisser la main à Gaël, qui va Non. essayer de nous faire une petite démo live. Alors comment je fais ça? Pom 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 pom. Je vais le faire. Voilà, je me suis mis D'accord. en présenteur. Donc, voilà. Là, je pense que vous devriez voir mon écran. Et là, voilà. Donc là, vous voyez mon batch, Philippe? Oui. Ok. Donc, je voudrais rentrer un petit peu plus dans la partie technique. Donc, juste pour rappeler ce qui vient d'être dit par Monsieur Baron. Donc, on a la possibilité d'interagir avec nos ressources sur un cloud, soit en utilisant le tableau de bord comme vous voyez ici. Donc là, c'est celui d'Azure. On fait la même chose pour AWS ou pour Google Cloud. Mais une façon de faire qui soit plus systématique, c'est, comme on le disait, d'utiliser des lignes de commande. Donc, quel va être l'intérêt d'utiliser les lignes de commande? C'est qu'on va pouvoir déclarer des expressions qui vont pouvoir à la fois instancier, créer des ressources, mais aussi tout de suite les interroger pour pouvoir connaître leur état, pour pouvoir connaître leur état sur le réseau, pour pouvoir en fait les qualifier. Donc ici, par exemple, je vous montre un exemple de la façon dont on peut configurer un batch pour interroger des machines virtuelles et on va le lancer ensemble. Donc en fait, l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez développé ou fait développer ces petites lignes de code, vous pouvez les versionner, les valider, les mettre à disposition des utilisateurs IT qui devront faire cette qualification. Donc, ici, par exemple, je viens de lancer mon batch. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire sur n'importe quel PC. Donc, que me dit mon batch? Bah, il me dit que voilà, c'est une démonstration pour l'utilisation de la console, pour le pilotage d'infrastructures cloud. Ce template a été créé par moi et validé par Philippe. Et nous, on va garder ce template-là pour des utilisations futures. On l'a validé une fois et on ne cherchera pas à le valider à chaque fois puisqu'on va uniquement le réinstancier pour, par exemple, valider d'autres infrastructures. Donc ici, j'avance. Je vais demander à décrire les machines virtuelles et faire les descriptions de mes machines. Donc,
Donc voilà, donc là, mon batch a répondu. Donc là, il vient d'interroger une machine, et donc il vient d'interroger cette machine-là. On connaît sa taille, on connaît le type de disque par exemple qui est associé, euh, le nom du volume du disque qui est associé, certains paramètres qui ont à voir avec le moment où on vient détruire la machine. Est-ce qu'on détruit le disque par exemple? On va être aussi capable rapidement de connaître l'ensemble des adresses IP des machines que nous avons en ligne. Donc ça permet aussi de valider qu'elles sont bien sur le réseau et qu'elles sont bien accessibles. Et puis on peut continuer comme ça et faire l'ensemble des actions qui nous intéressent. Donc par exemple ici, si j'avance un petit peu, voilà, je viens ici faire la description de la politique de sécurité de mot de passe qui est associée à mon compte. Et on vient voir ici, par exemple, que bon, voilà, elle a été paramétrée d'une certaine manière. Donc, par exemple, l'âge maximum des mots de passe, c'est 70 jours. Est-ce que le mot de passe expire? Quelle est la taille minimum des mots de passe qu'on laisse passer, etc., etc. Et vous pouvez faire cela pour l'ensemble de vos ressources AWS sans avoir besoin de le faire à la main. Ici, par exemple, je peux demander à décrire mes firewalls, par exemple, et je vais, par exemple, ici avoir l'ensemble des ports qui sont ouverts, par exemple, sur mes pare-feux. Donc ça, c'est très important d'un point de vue de la sécurité, de savoir, par exemple, que ici, le port 80 est ouvert, donc c'est pour faire des requêtes web classiques, mais mais mes ports, par exemple, mes ports plus dangereux qui me permettent de communiquer avec ma machine sont seulement ouverts pour certaines adresses IP, etc., etc. Donc ça permet d'avoir une vision un peu plus avancée sur la sécurité de nos pare-feux. Et on peut faire ça sur n'importe laquelle de nos ressources, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était une petite démonstration sur l'utilisation d'un batch pour valider nos machines. Très bien. Donc ça, c'était une première étape, hein, euh, qui est intéressante dans la mesure où, en fait, par rapport à aujourd'hui, où il faut aller vérifier l'ensemble comment dire, des paramètres à la main, là, par quelques lignes de programme, c'est même pas du programme, c'est des lignes de commande. On peut interroger n'importe quel type de ressources. Donc là, on l'a montré sur des machines virtuelles, mais ça peut être pour des bases de données, ça peut être pour des clusters, ça peut être pour des conteneurs, ça peut être pour absolument toutes les ressources qui sont disponibles sur une infrastructure virtualisée. OK? Bien. Alors, on a un autre moyen de faire évoluer un petit peu nos QI, c'est d'utiliser le concept comment dire, de stack, hein, où en fait, on va décrire dans un fichier avec un langage donc YAML ou JSON, on va décrire en fait l'architecture que l'on souhaite créer. Et aujourd'hui, en fait, les gens qui ont un peu l'habitude, ils fonctionnent comme ça, hein. Ils ne créent pas les infrastructures euh, avec la console, mais ils créent les infrastructures euh, avec ce système de stack. Ça a un avantage majeur, c'est que comme ça va se faire par programmation, eh bien, on va pouvoir créer des infrastructures entre guillemets à la volée. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi de créer des infrastructures à la volée? Ben, ça sert à dire tout simplement, ben, je vais créer dans la région Paris, ensuite, si jamais j'en ai besoin pour la région Australie, je le fais. Et le fait de mettre une infrastructure dans telle ou telle région, ben, évidemment, ça a un impact sur les temps de réponse pour les utilisateurs. Donc les gens qui font généralement du digital,
ils ont besoin d'avoir quelque chose de souple pour recréer une infrastructure très facilement à partir d'un modèle et donc d'instancier une infrastructure. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, je crois que je vais vérifier ça. Oh, c'est toi qui as la main là, faut que Oui, tu. c'est moi qui ai la main. Je Hein. vais. Donc un Donc, modèle, donc, je te laisse la main, je te laisse continuer, ouais. Vas-y. oui, donc en fait, ce qu'on va vous montrer là, c'est qu'en fait, on peut déployer un stack rapidement avec un système de glisser-déposer. Donc en fait, tout ce stack-là, il va être composé de ressources cloud, hein, auxquelles pardon, je vais pouvoir donner des attributs, donc une forme de paramétrage. Par exemple, la taille d'une machine, par exemple son nom, ou par exemple le type d'instance de base de données que je veux. Euh, et, en- et, en- et on va voir aussi qu'il va être possible en fait de lier ces différentes infrastructures les unes aux autres. Donc ça va être par exemple pour qu'elles puissent communiquer entre elles, ou alors quand je vais avoir besoin de séquences lors de la création de ce stack. Donc par exemple, si j'ai besoin que la machine se crée avant la base de données pour vérifier une forme de communication entre les deux, eh bien je vais pouvoir le faire de cette manière-là. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a une interface qui s'appelle CloudFormation Designer, qui est une interface graphique que je vais vous montrer juste après. Je vais L'intérêt juste te qu'on... partager le sondage, voilà. Ok, Oui, je te laisse continuer. Voilà. Ok, donc personne n'avait connaissance dans les personnes qui ont répondu. Voilà. ouais, voilà. Donc, l'intérêt en fait de cette interface-là, ça va être qu'en fait, on va tout de suite pouvoir voir en face de nous les requirements de notre infrastructure. Donc on va pouvoir les écrire et et donc du coup les déployer aussi tout de suite à la volée. Donc comment c'est géré ça? En fait, ce qui se passe, c'est que l'interface graphique va au fur et à mesure écrire un fichier YAML ou un JSON, donc un fichier de paramétrage en fait, que l'on pourra ensuite tout simplement versionner, enregistrer. Donc soit on l'enregistre dans un système de stockage de fichiers, par exemple sur AWS, qui s'appelle S3. On va pouvoir aussi dire, bah voilà, ce template-là, je l'ai validé, il fonctionne, je le mets dans mon système dans mon système de versionnement Git ou SV, comme vous voulez, et ça fonctionnera de la même manière et ça sera évidemment réutilisable. Donc à présent, je vais montrer. Alors, je vais pas faire la démo en live, je vais plutôt passer une petite vidéo parce que c'est moins risqué. Euh, alors, une seconde, je récupère ma vidéo, voilà. Et voilà, donc ça c'est la démonstration d'une vidéo, comment on déploie un stack. Donc ici, on est dans le Cloud Formation Designer template. Donc ici, vous voyez sur la gauche, on a toutes les ressources qui nous sont proposées par AWS. Donc ici, on va commencer par instancier un VPC. Donc en fait, c'est simplement un réseau virtuel à nous, dans lequel on vient glisser ici une instance de type machine virtuelle. Et on a aussi, voilà, on vient aussi rajouter ici une base de données. Donc voilà, donc ça va être notre stack. Notre stack, ça va être un réseau virtuel avec une machine ici virtuelle. Ici, un groupe de sécurité qui est en fait un pare-feu pour AWS et une base de données. Donc cette base de données-là, hein, juste pour être un peu plus précis, c'est une ressource aussi AWS. Donc en fait, si je veux déployer ma base de données, ben, je lui demande juste d'instancier ce type de ressource. Et voilà, donc c'est pas une base de données qu'on a chez nous, c'est vraiment lui qui va la déployer aussi pour nous. J'avance un petit peu la vidéo. Il y a associé à chacune des ressources un ensemble de documentation. Donc ici, en fait, ce sont l'ensemble des attributs que l'on peut mettre à une ressource et qui en fait définissent nos URS pour cette ressource. Donc ici, vous voyez, voilà, dans le fichier de propriété, donc là c'est un JSON, je vais pouvoir rajouter les propriétés qui m'intéressent. Ici, par exemple, le nom de la base de données, le type de la base de données,
des éléments de paramétrage de mon pare-feu. Et ensuite, ici, ça allait un petit peu vite, je suis venu mettre des liens qui vont me permettre en fait de montrer comment mon stack va se déployer, en fait, par quoi il va commencer. Ici, je vais pouvoir enregistrer mon stack directement dans un système de fichiers. Voilà, donc ici, voilà, je l'enregistre. Je peux donner un ensemble de clés qui vont me permettre de l'identifier, de le retrouver rapidement. Et enfin, je lance mon stack. Et ici, voilà, mon stack s'est bien déroulé. Il vient en train de dérouler et je vais pouvoir récupérer dans le système d'audit trail l'ensemble des événements et des actions qui ont été déployées par le stack. Donc, par exemple, ici, on a tous les logs de la création du stack, la création de l'interface, la création de la base de données, la création de la machine virtuelle et le déploiement, la zone de déploiement du stack. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, cette méthode-là, enfin le Cloud Trail, bon bah c'est sûr que ça apporte une meilleure traçabilité. Ah, tu peux revenir, voilà, juste, on a la traçabilité aussi sur la config là. Vous voyez aussi, Voilà, vous avez donc la ligne de vie. Tu peux voilà, revenir sur la ligne de vie. Voilà, hop. Vous voyez, la vidéo, elle a été faite hier, hein, ou avant. Oui, on est le 12 aujourd'hui, je sais plus. Ouais. Non, on est le 13 aujourd'hui. Hein, elle a été faite le 11. Et donc, on a la visibilité de tout ce qui se passe sur l'infrastructure. Donc, c'est vrai qu'en termes de traçabilité et donc de quelque part de comment dire de contrôle de son infrastructure, on a aujourd'hui avec ce type d'outil beaucoup plus de possibilités que sur une infrastructure classique. Hein. Par contre, ça va nécessiter aux gens de la conformité ben, de se former un petit peu sur ces différents outils pour pouvoir vérifier que l'infrastructure est bien sous contrôle. Je t'en donne la parole, Gaël. OK. Alors, excusez-moi, pardon. je vais en profiter pour faire un autre petit sondage rapidement. Si vous voulez bien voter sur. Alors, évidemment, c'est une question qui est plutôt orientée pour les gens AWS. Hein. Je vais partager le résultat du sondage. Voilà, donc c'est des outils sur lesquels il faut vous familiariser. Hein. OK. Je te laisse continuer, Gaël. Oui, voilà. Donc ici, juste pour vous montrer pour les utilisateurs d'Azure par rapport à ce qu'on a montré juste avant. Donc la command line en Azure, elle existe aussi bien évidemment. Donc elle s'appelle Azure Command Line. Je vous montrerai un petit exemple dans un instant. On a aussi l'équivalent de la programmation, donc par exemple en Python, en Node.js ou en PHP ou ce que vous voulez, pour piloter du Azure qui s'appelle le Azure SDK, Software Development Kit. Et l'équivalent de ce qu'on a montré juste avant pour CloudFormation dans Azure, c'est Azure Resource Manager, qui est en fait exactement le même principe. Hein. Donc, vous voyez, vous avez un glisser-déposer et vous venez aussi paramétrer vos ressources. Donc,
Donc, comment ça se passe, par exemple, pour Azure? Ben, pour Azure, c'est exactement la même chose que la ligne de commande que l'on a vue pour AWS. Vous avez une commande ici qui vous permet de vous loguer. Vous avez ensuite un ensemble de commandes qui vous permet d'exécuter les actions soit de création, soit d'interroger vos ressources. Donc, par exemple, ici, je voudrais faire la liste des machines virtuelles qui sont dans un groupe qui s'appelle MyGroup et Azure. Ben, je vais exécuter cette commande et voilà. Donc, il va me répondre et il va me dire voilà ce qu'il a trouvé. Donc là, ici, par exemple, j'ai une machine de type Linux qui tourne sur une région qui s'appelle Europe de l'Ouest, donc c'est une région France pour Azure. Donc vous avez exactement la même chose. Les commandes sont simplement un petit peu différentes. Par exemple ici, si je veux avoir la liste des adresses IP de mes machines Azure, eh bien je vais interroger cette commande et voilà, il me dit bien que ma machine elle est positionnée à cet endroit-là sur le réseau Internet. Voilà. Donc ça c'était pour les utilisateurs Azure pour montrer qu'il y avait une stricte équivalence. C'est vrai que chez ADN, euh, on, on est allé un peu plus loin avec AWS, donc on a tendance à montrer AWS, mais il n'y a pas de raison. Les technologies sont équivalentes. Bien. Alors, à présent, je voudrais rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour présenter, en fait, pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a montré sur la façon de réaliser en batch. Une façon de travailler qui est un peu plus technique, mais qui permet d'aller un petit peu plus loin, c'est de faire ce qu'on appelle la qualification d'instanciation. Donc, la qualification d'une installation de façon classique, c'est la vérification documentée que les installations, les systèmes, les équipements répondent correctement à des URS qui ont été décidés par l'utilisateur principal ou par des recommandations de fabricants. L'intérêt ici de faire ce qu'on appelle de la qualification d'instanciation, c'est en fait de venir définir des modèles qui sont en fait des bouts de programme dans le langage que vous souhaitez, que vous allez valider, et ces programmes vont contenir eux-mêmes des méthodes qui vont permettre de faire la qualification. Et une fois que vous avez approuvé ces modèles, fait approuver ces modèles par votre organisation, alors tout de suite, on va parler d'instanciation, c'est-à-dire qu'en fait, on viendra seulement instancier un élément sur ce modèle-là et on viendra exécuter l'ensemble des fonctions de qualification qui ont été déjà validées pour le modèle et on pourra appliquer ça à un nombre n de ressources selon les besoins. Donc comment ça se passe en fait dans la programmation objet? Donc ça c'est vraiment que de la programmation objet, hein. L'idée, c'est de venir définir une classe principale qui va être une ressource pour nous, une ressource cloud. On va attacher à cette classe des attributs. Donc, pour nous, ça pourrait être vu comme des URS. Donc, par exemple, vous imaginez une machine virtuelle. Les attributs de votre machine virtuelle, donc la machine virtuelle, ça va être la classe. Les attributs, ça va être par exemple la taille, par exemple l'endroit sur quelle région elle va être portée. Ça va être ses capacités mémoire, par exemple ou par exemple son image de disque. Donc par exemple, est-ce que c'est une Linux, est-ce que c'est une Windows Server 2016, je ne sais quoi. Et ensuite, on va venir attacher à cette ressource-là, à cette classe-là, des méthodes. Donc des méthodes, ça peut être soit des méthodes pour, par exemple, les créer sur le cloud, les déployer sur le cloud, les détruire, par exemple, mais aussi des méthodes qui vont permettre de faire la validation. Et l'idée ensuite, c'est de dire, à partir de cette classe-là, à laquelle je ne touche plus, qui a été validée, je vais pouvoir définir des instances
autant que je veux, qui vont toutes récupérer à la fois les méthodes et les attributs de ma classe principale. Donc par exemple, je pourrais avoir une instance 1 qui va être mon environnement de test, une instance 2 qui va être un environnement de production déployé dans la région France, une instance 3 qui sera déployée dans la région des États-Unis. Donc, quelle va être en fait la stratégie si on veut avoir un environnement qualifié rapidement et même en continu? Ça va être la façon suivante. D'abord, on va venir traduire les exigences de l'infrastructure en éléments de code. Donc ça, en fait, c'est la définition de notre classe. On va venir ajouter à cette classe les éléments de la qualification, qui vont être du coup des méthodes, donc des fonctions que l'on va pouvoir exécuter sur cette classe. Ensuite, on va venir exécuter la qualification sur une instance de test. On vient enfin publier la classe dans un catalogue d'éléments d'infrastructure qualifiée dont on a vérifié l'ensemble des éléments de qualification. Et ensuite, on utilise le mantra qualify it once, use it many times. Donc, on va réutiliser autant qu'on veut cette classe qui a été validée. Et ça, c'est vraiment la stratégie qui va nous permettre d'aller à la fois le plus rapidement possible, d'être maintenable le plus facilement possible aussi parce qu'on vient seulement impacter un élément de code principal qui va être notre classe principale et ça va réimpacter tous les autres dans la foulée. Alors comment on va faire ça dans nos infrastructures cloud? Alors dans AWS, il y a une bibliothèque qui s'appelle Boto 3 qui permet de faire ça. Donc en fait, c'est une bibliothèque Je vais d'éléments faire un petit sondage AWS. pendant que tu expliques. Je lance un petit sondage sur Boto 3. Si vous voulez bien répondre en parallèle. Vas-y, continue, Gaël. Oui, je continue. Donc en fait, Boto 3, c'est en fait tout simplement un ensemble de classes à AWS qui va être possible d'appeler en Python, en Java, en JavaScript, et sur lesquels on va pouvoir, comme tout à l'heure, demander des ressources, en enlever, les interroger pour savoir où est-ce qu'elles sont, comment elles vont, leur état, leur niveau de sécurité, etc., etc. Et on a la même chose en Azure, donc qui s'appelle Azure SDK. Je vais partager juste avant le résultat du sondage, si tu veux bien, Gaël. Oui, oui. Voilà. Ce qui est cohérent. Hein. À toi. Ok, donc j'avance un petit peu et juste avant de passer à la démo en elle-même, je vous présente un petit bout de code qui résume en fait la façon, en fait ce que je viens d'expliquer juste avant. Donc ici c'est un code en Python, donc c'est une classe pour la création d'une machine virtuelle, la création, la suppression et la qualification d'une machine virtuelle qui a été créée par moi et qui a été approuvée par Philippe. Donc nous, quand on déploie une machine, maintenant, on va réutiliser cette classe tout le temps pour pouvoir faire l'ensemble des actions de qualification qui nous intéressent. Donc la classe principale ici, c'est la machine virtuelle. Vous retrouvez ici des éléments de paramétrage, donc la taille de la machine, la région sur laquelle elle va être déployée, son élément d'identification. Et ensuite, je vais pouvoir ici, j'ai défini ici, trois méthodes qui me permettent une méthode de venir instancier la classe dans AWS, donc qui me permet de déployer ma machine virtuelle tout de suite dans AWS. Une autre méthode qui va me permettre de la détruire et une méthode ici qui va me permettre de la qualifier. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc voilà, vous retrouvez ici le code que je vous ai présenté. Donc c'est le même. Donc ici, on va mettre en place ma classe et une fois qu'elle a été mise en place, je vais pouvoir instancier
ce que je veux. Donc ici, par exemple, je vais écrire des URS pour ma machine. Donc mes URS, ici, j'en ai 3. Donc la taille de la machine, la région sur laquelle on va devoir la déployer et l'image disque. Donc en fait, sur quel type de machines validées, elle s'appuie. Donc, il y a des machines validées qui existent déjà dans AWS, dans Azure, ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi créer vos propres images disques et les valider comme vous le souhaitez. Donc ici, j'ai lancé la méthode d'instanciation, donc qui vient me créer ma machine. Et vous voyez qu'ici, mon bout de code m'a répondu voilà qu'il a lancé l'instanciation, que l'instanciation avait été terminée, qu'il a récupéré l'identifiant de la machine. Ensuite, je vais pouvoir qualifier cette machine uniquement en utilisant la méthode qualifiée de ma machine et il va exécuter un certain nombre de tests que j'ai définis dans ma méthode de qualification. Donc ici, par exemple, voilà, je viens de lancer la méthode de qualification. Donc il a vérifié l'image de la machine. Il a une valeur attendue ici qui est celle que j'avais définie dans mes URS. Il a récupéré la valeur actuelle de l'image disque de la machine et il vient de me dire que mon test est conforme. Pareil pour la zone de disponibilité, j'avais demandé de la déployer dans EUS 3, donc qui est la région de Paris. Donc la valeur attendue, c'est quelque chose en EUS 3X et la valeur actuelle, c'est EUS 3C. Donc il a déployé sur un certain data center dans Paris, donc le data center C dans Paris. Et donc, ce test aussi va être conforme. Et enfin, je viens vérifier l'état de ma machine. Est-ce qu'elle est en marche? Donc, la valeur attendue, c'est en marche. La valeur actuelle, c'est aussi en marche. Donc, le test est conforme. Et donc, vu que ma machine est en marche, je vais pouvoir faire des tests réseau. Et donc, ces tests réseau vont me renvoyer l'adresse IP publique, l'adresse IP privée, les DNS pour accéder à la machine et l'adresse MAC de la machine. Donc, vous voyez qu'ici, on a pu exécuter ici en fait une seule ligne de code, un ensemble de tests qui bien sûr pourrait être plus long, mais qui me fait gagner beaucoup de temps lors de la qualification de la machine. Et ici, j'ai ma fonction de destruction, donc je viens détruire ma machine, la destruction est terminée, voilà, voilà. Donc du coup, le cycle est bouclé et, donc voilà. Donc pour montrer C'est qu'avec quand même vraiment quelque chose de vraiment différent par rapport à une infrastructure classique. On ne peut pas piloter aussi facilement n'importe quelle ressource, quoi. Hein. voilà. Et enfin, un élément qui a été déjà présenté dans des webinaires précédents et qui, bien sûr, si vous voulez les revoir, vous demandez à Megan qu'elle vous envoie les liens, ou alors je me ferai un plaisir de vous faire une démonstration. C'est qu'en fait, tous ces éléments-là que je viens de vous présenter, ADN a essayé de faire levier dessus et a créé en fait une plateforme qui s'appelle ADN Cloud Validation. Cette plateforme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle agrège un ensemble, excuse-moi, elle agrège un ensemble de tests validés qui vont permettre de qualifier une infrastructure cloud. Donc en fait, on a une application en ligne sur laquelle on travaille avec nos clients qui vont nous permettre à la fois de définir et de réutiliser des tests validés permettant de qualifier une infrastructure et puis ensuite de pouvoir tout de suite récupérer les preuves de test associées aux actions qu'on a faites. Donc je vais juste faire une démo très très rapide parce que voilà, le webinaire est déjà relativement chargé. Donc ici, on est dans notre infrastructure, donc notre application Cloud Validation. Donc ici, j'ai une librairie de tests qui me permet en fait de récupérer l'ensemble des tests que je veux faire. Donc voilà, j'ai des tests par exemple pour des machines EC2 AWS. Et ces tests, en fait, vous allez en fait tout de suite reconnaître qu'ils ont exactement
la même structure que celle que je viens de décrire avant en termes de code. Donc on retrouve exactement le même type de code. En revanche, autour, on a mis d'autres éléments, par exemple donc des paramètres généraux, des métadatas qui permettent de qualifier le test, des éléments pour décrire le test, des éléments pour décrire les résultats attendus, un ensemble de paramètres qui vont permettre en fait de plus tard rejouer les tests sans avoir à toucher du tout au code du test. Et donc voilà, donc ça, des éléments de sortie qui vont permettre en fait de récupérer ce qui nous intéresse en retour de test et des résultats actuels. Donc qu'est-ce qui se passe après? Je viens mettre mes tests dans des modules. Donc ici, j'ai créé un module pour le webinar qui s'appelle module démo webinar, sur lequel je suis venu récupérer des tests que je vais pouvoir jouer. Donc soit nous si on fait la qualification d'une infrastructure, soit un client qui a demandé à passer par cette interface-là pour venir qualifier son infrastructure. Donc tout de suite ici, vous retrouvez les tests. La seule différence, c'est qu'en fait, vous avez toujours les descriptions de tests, les descriptions des résultats attendus. Le seul truc, c'est qu'il n'y a plus le code parce que maintenant, on réutilise le code qui a déjà été validé. On a juste à toucher aux paramètres. Donc, par exemple, ce test-là, il va tester si les data centers de AWS sont disponibles dans une certaine région. Donc, par exemple, je vais choisir la région Paris. Je vais venir ici exécuter mon test. Donc, le test là, vous voyez, avec le sablier est en train de s'exécuter. Là, il a été fini, donc il a récupéré les zones qui sont disponibles. Donc là, ici, j'ai bien 3 zones disponibles dans cette région-là. Et ça va me permettre ici, en tant que testeur, de venir dire, voilà, mon test, il s'est bien passé. Et je vais pouvoir ici signer mon test avec un système de signature électronique. Donc voilà, hop, je viens signer ce test-là. Et une fois que ce test a été signé, il est évidemment plus modifiable. Donc là, il est verrouillé en modification. Une clé de signature a été calculée. Et je vais pouvoir tout de suite, en tant que testeur, venir imprimer la preuve de test. Donc par exemple, si je récupère celui-là, je viens imprimer ma feuille de test. Donc il va me générer tout de suite un PDF que je vais vous montrer, sur lequel il a récupéré l'ensemble des éléments du test. Il a récupéré la personne qui a signé, il a récupéré la signature, il a récupéré les descriptions et les résultats attendus, les paramètres qui ont été utilisés pour le test, les éléments de sortie du test, et des logs s'il y a des logs associés. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de log associé, mais parfois, il y a des logs qui peuvent être associés à des tests. Par exemple, si vous venez interroger une machine virtuelle dans Amazon, vous êtes capable, donc là c'est l'interrogation par exemple d'une machine virtuelle, vous êtes capable en fait de récupérer l'ensemble via l'audit trail, l'ensemble des logs qui ont permis de faire cette interrogation complète. Donc par exemple ici, s'il y a les logs associés, il vous récupère les logs associés qui vous permettent en fait de compléter vos preuves de test au maximum. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces outils-là, il y en a plein. Le démarrage, c'est bien sûr la ligne de commande. Ça permet d'aller plus vite, ça permet d'exécuter des tests de qualification plus rapidement. Ensuite, le déploiement de stack, ça permet de rapidement avoir une vision de ces URS pour des stacks qui peuvent être plus complexes. Et puis ensuite, lorsque vient le moment de la qualification, il est intéressant de pouvoir faire levier sur ces outils-là qui permettent d'avoir une approche objet et donc une approche qui soit maintenable, qui soit réutilisable.
et qui soit aussi très structuré et qui nous permet comme ça de venir faire des qualifications finalement en quelques clics à partir du moment où on récupère seulement des paramètres, les paramètres de votre infrastructure. Voilà. On passe au slide là-dessus, parce que je crois qu'on a quelques slides qui vont un peu dans ce sens-là. On va éviter la redite. Voilà, donc tu as fait un peu le résumé. Hein. Euh, donc, bon, je ne vais pas redire. Par contre, je vais peut-être essayer d'illustrer la dernière fois cette transformation induite de nouvelles compétences, Python, JSON, etc. Alors attendez, j'ai peut-être une question. Je vais voir si j'ai une question. Non, j'ai pas de question. Euh, je clique là, peut-être. Non, j'ai pas de question a priori. Euh, alors attendez, si j'ai une main levée. Alors attendez, je vais voir parce que j'ai une main levée. C'est peut-être une personne. Je vais vous donner le. C'est Béatrice, je crois. Donc je vais vous ouvrir le micro. C'est peut-être une question. Je vous écoute. Vous m'entendez là? Oui. Bonjour, je voudrais savoir combien de temps vous mettez à faire une qualification d'instanciation. Bah, en fait, à partir du moment où on utilise nos bibliothèques, ça va beaucoup plus vite puisqu'en fait, on réutilise les bibliothèques qui existent déjà. Donc, je veux dire, c'est une fois que qu'on a mis, je dirais, la bibliothèque au point, l'exécution, ça se fait en l'espace d'une minute ou deux. Ok. D'accord. Donc, le plus, c'est déjà de se mettre d'accord sur les bibliothèques de test. Et nous, on a nos bibliothèques de test. Si on les reprend telles qu'elles existent là, ben, évidemment, effectivement, c'est extrêmement rapide. Hein. Euh, grâce à la programmation, quoi. Hein. Voilà. Et la programmation elle-même, elle met beaucoup de temps à être faite? Bah, en fait, il y a un certain nombre d'objets classiques où la programmation, nous, on l'a faite, parce que quand on regarde une QI aujourd'hui sur une machine Windows ou sur une machine Linux, ce qu'on regarde, c'est des choses relativement simples. Hein, donc, c'est la taille mémoire, la taille du disque, l'adresse IP, etc. Donc ça, tous ces paramètres-là, nous, on l'a déjà fait. D'accord. Et dans Cloud Validation, les bibliothèques, on les a validées. Donc, du coup, le client, lui, il a juste à apprendre à utiliser et c'est fait, quoi. OK. Après, c'est un peu plus compliqué sur des architectures un peu plus redondantes, voilà, où on n'a peut-être pas encore les bibliothèques. Mais sinon, sur des choses simples, ben oui, là, il y a qu'à utiliser. C'est fait pour, Bah, quoi. Hein. disons Ok. que sur des éléments où effectivement on a déjà codé, on a pris sur nous de développer les tests, ça va être fait bah, le test lui-même, il prend quelques secondes et le paramétrage, il prend quelques minutes. Et si on doit développer d'autres tests, ça va être plutôt de l'ordre de l'heure ou de de la demi-journée, quoi, par test. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Je vous en Je prie. vous en prie. Je passe à la dernière slide, peut-être, Philippe? Attends, juste, Ah, pardon. avant de passer à la dernière slide, donc, cette transformation, elle induit de nouvelles compétences, Python, JSON, etc. Donc, j'ai un petit sondage. Le dernier, hein, voilà, si vous voulez bien y répondre les uns et les autres. Voilà. Donc quasiment tout le monde a voté, quasiment tout le monde. Donc je vais partager le sondage. Voilà. Donc c'est le cas vraiment d'école en termes de transformation. Hein. C'est que là, il y a des nouvelles compétences à acquérir pour pouvoir utiliser toute la puissance en fait qu'offre ce type de solution. Hein. Je vais bien passer au slide suivant, s'il te plaît.
Voilà. Yes, ça y est. Donc, en conclusion, le triangle qualité-prix-délai est clairement impacté par les infrastructures virtualisées. Hein. On a vraiment une véritable transformation digitale de la conformité, donc de la manière dont on qualifie une infrastructure. Dans le précédent webinaire, on avait parlé de conformité continue. Donc la conformité continue, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, avec des règles en dynamique, de suivre les configurations et de respecter les règles. La notion de stack avec des modèles validés, où en fait on est vraiment là dans la qualification de conception. C'est en amont qu'on va, à travers les modèles, on va valider, en fait, on fait de la qualification by design de l'infrastructure à travers les stacks. Et puis, on a, comme on espère avoir réussi là, montrer qu'avec de la programmation objet, ça permet d'automatiser des tests et de faciliter la réutilisation de bibliothèques de tests. Voilà. Donc c'est vrai que on parle de transformation digitale pour les business models, mais là il y a vraiment une transformation digitale qui touche également la conformité et en particulier la conformité des infrastructures. Voilà. Sachant que la conformité des infrastructures aujourd'hui, c'est les infrastructures de type cloud, parce que c'est comme ça la grande tendance, et que ces infrastructures cloud, aujourd'hui, on les met en place pour être agiles, pour être rapides, pour pouvoir les modifier rapidement. Donc, bien évidemment, il faut adapter les méthodes de qualification. Et là, on a la possibilité d'avoir des méthodes de qualification qui soient également agiles, qui soient également rapides, et qui soient dans l'esprit des solutions digitales que toutes les entreprises sont en train de mettre en place actuellement. Voilà, il nous reste peut-être quelques minutes pour des questions. Est-ce que, si vous avez des questions, si vous levez la main, je vous donnerai la parole. Mais écoutez, si je n'ai pas comment dire, de questions. Ah, si, j'ai une petite question. Alors, Monsieur Pourchet, voilà, je vous donne la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très clair. Ma question est la suivante. Je travaille dans les équipes qualité-conformité, donc je suis plus en fait dans l'intention d'identifier quelles seraient les méthodes pour contrôler des activités d'instanciation qui auraient été réalisées. De ce que je comprends dans votre présentation, c'est que le modèle de stack, quelque part, c'est la mise en place de méthodes pour automatiser de manière standard la mise en œuvre. Donc, en fait, par l'instanciation d'un modèle, on est du coup certain que ce qui va être mis en œuvre, en fait, correspond à la demande. Par contre, dans la situation actuelle dans laquelle je me trouve, les équipes qui font les mises en œuvre, je ne suis pas certain qu'ils utilisent des stacks. Et donc, en fait, si je fais des contrôles, mes contrôles pourraient être limités à certains éléments, mais pas à la totalité. Oui. Et alors, laisse finir Monsieur Pourchet, peut-être qu'il a peut-être pas fini complètement sa question. Donc, en fait, ma question, c'est quand on fait une qualification, c'est relever des éléments de contrôle d'une solution qui a été mise en œuvre. Dans la mesure, en fait, où on n'a pas les requirements connus à notre niveau, nos niveaux de contrôle pourraient être partiels. Donc, quelle serait l'approche à adopter dans cette phase de démarrage de manière à pouvoir faire des contrôles qui sont pertinents, bien qu'on n'ait pas la maîtrise totale de ce qui est fait au moment de la création des environnements? Alors, j'ai une réponse, mais Gaël m'a précédé, donc je vais laisser Gaël répondre et je compléterai ce qu'il va vous dire. Hein. Merci. Oui. Une façon de faire, en fait, qu'on avait montré dans un webinaire précédent, c'est en fait de venir associer donc au stack ou à n'importe quel élément de l'infrastructure des règles, en fait. Donc en fait, on est capable
on est capable de définir un ensemble de règles pour une infrastructure cloud, et ces règles vont pouvoir être vérifiées en continu et vous alerter si elles sont violées, par exemple. Donc ça, c'est si vous le souhaitez, je pourrais peut-être vous faire une démo de la façon dont ça fonctionne. Ça a été l'objet d'un webinaire précédent, et je pense que dans votre cas, c'est la façon la plus rapide de répondre. Donc, je vous le montre rapidement ici. Vous avez ici un tableau qui vous permet en fait de définir des règles. Donc, les règles, c'est par exemple, en fait, vous définissez les règles que vous voulez en fait vérifier. Donc, soit elles s'appliquent à toutes vos ressources, soit elles s'appliquent à certaines ressources. Et il est capable ici de vous dire que bah voilà, là toutes mes ressources sont conformes, mais certaines ressources ne vont pas être conformes. Et en fait, lui, on est capable de lui dire vérifie la règle toutes les heures, par exemple, ou vérifie la règle quand tu vois un changement, par exemple, sur le stack, ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est une façon de répondre. Donc ici, par exemple, voilà, il identifie la ressource qui n'est pas conforme, et il peut même par exemple vous envoyer un mail à vous en tant que responsable qualité. Donc voilà, c'était ma réponse la plus rapide. D'accord, merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est, à mon avis, effectivement, une des solutions à privilégier, puisque les règles s'appliquent voilà, il suffit d'avoir des règles suffisamment génériques pour qu'elles s'appliquent à toutes les ressources, et à ce moment-là. Hein. Après, il y a des gens qui vont encore plus loin, ok? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en fait, s'ils s'aperçoivent quelque chose qui est non compliant, c'est-à-dire que la règle, elle est satisfaite, à ce moment-là, ils déclenchent par programmation la correction de mise en conformité. Bon, mais c'est peut-être Oui. pas, c'est peut-être la deuxième étape, hein, mais il faut savoir que il y a des gens qui font ça. Hein. Voilà. C'est intéressant Bon, de le savoir. En tout cas, hein. oui. Ok. Est-ce qu'on a une autre question? Je regarde. Non, j'ai pas d'autres questions a priori. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter. Ce qu'on vous a montré là, voilà, c'est des orientations, c'est des pistes qu'on a à creuser. Hein. Euh, mais on est bien évidemment à votre écoute pour adapter ces travaux à votre contexte. Voilà. Vous avez nos mails, donc n'hésitez pas. Et il me reste plus que donc à vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous Merci. et à très bientôt. Merci, au revoir. Ah, attends, j'ai peut-être une question. Ah non, merci. D'accord, ok, c'est sympa. Au revoir à tous, à Au revoir, bientôt. bonne journée. Boum. Ah, mais toi, comme quoi, il y a